Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Il était, semble-t-il, vexé d'avoir été oublié. 3 ans jour pour jour après le début du conflit ukrainien, Emmanuel Macron était à Washington, hier donc, pour plaider la cause de l'Ukraine et de l'Union européenne et pour s'ingérer entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Alors Trump, malgré tout, est-il tout puissant? Peut-il imposer la paix, recomposer l'Europe? Pour répondre à cela, eh bien, je reçois Laurent Ozon. Laurent Ozon, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Macron, Donald Trump. À la Maison-Blanche, Macron a demandé, je cite, une paix et pas une capitulation pour l'Ukraine. Se fait-il des illusions? Peut-il encore obtenir quelque chose de Donald Trump, selon vous? J'ai peur qu'on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui est en train de se passer en regardant les gesticulations, je dirais, d'Emmanuel Macron actuellement, parce que je pense que l'objet de son voyage n'était en fait que d'essayer de ne pas perdre la face, pour utiliser un terme asiatique. Je pense que le but est fondamentalement pour Emmanuel Macron, qui est le représentant, on va dire, de l'État fédéral européen et de ne pas perdre la face. Bon, voilà. Il y a clairement un travail de réorganisation, une nouvelle doctrine Trump qui est en train de voir le jour, politiquement, du point de vue de l'administration Trump. On commence à en discerner certains contours, mais je pense qu'il ne faut pas analyser ces phénomènes-là simplement avec les repères, les marqueurs du monde médiatique mainstream. On n'a pas affaire à la France, l'Europe, l'Ukraine, les États-Unis. Ça n'existe pas. Je ne veux pas dire que la France n'existe pas. Je veux dire par là que les rapports de force qui sont en train qui se déploient, les contraintes, ne sont pas celles de rapports de force entre des pays. On a affaire il y a des forces, il y a des projets de société, il y a des géopolitiques, des puissances qui s'agitent et qu'on ne peut pas réduire et résoudre à simplement ce descriptif géographique et national que l'on utilise un peu trop souvent et un peu trop facilement. C'est pour ça que le mainstream semble perdu, selon vous, à l'heure actuelle. Tout avec à fait. Cette nouvelle alliance, si on les comprend, si on les croit, ils voient une nouvelle alliance entre Moscou et Washington. Vous viendriez tempérer ça? Non, c'est pas que je vois pas d'alliance entre Moscou et Washington. Je vois simplement que ce qui compte en fait fondamentalement, ce qui définit, ce que j'ai déjà expliqué il y a déjà plusieurs années, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais personne ne voulait l'entendre, c'est que on n'a pas affaire en fait à un conflit entre les États-Unis au sens de puissance et de territoire, de peuple, etc., et la Russie ou la Chine. On a simplement d'abord une compétition et un conflit à l'intérieur d'un ensemble. Et cet ensemble, c'est l'ensemble qui s'est construit sous l'influence d'un État-monde. C'est-à-dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont passés d'un pays avec une administration et un État qui étaient assez faibles. C'était la 19e puissance. C'était la 19e puissance économique du monde, militaire du monde. C'était une puissance économique, certes, en pleine croissance, etc. Mais en 1945, à la fin de cette guerre, et progressivement, au fur et à mesure de la construction de la guerre froide, l'État américain, les institutions américaines vont s'instituer comme un État-monde. C'est-à-dire vont se projeter dans un conflit mondial avec des proxys, etc., contre un autre État-monde qui est celui de l'Union soviétique. Et dans cette opposition qui va naître, va se construire en fait aux États-Unis petit à petit un État qui n'est plus l'expression politique du peuple américain, mais qui va progressivement essayer de se donner les moyens de continuer d'être un État profond au sens strict du terme, c'est-à-dire un État qui doit pouvoir se mettre en situation de poursuivre son œuvre, en quelque sorte, et donc se donner les moyens de son conflit et d'un conflit de long terme, avec une puissance qui, elle, a beaucoup plus de stabilité politique et institutionnelle, qui est l'Union soviétique, et qui, eux, par contre, sont contraints par le calendrier électoral, et je dirais les principes de la démocratie. Et donc progressivement, et en particulier à partir de Carter, l'État américain va se constituer comme un État-monde, et donc un État qui échappe au contrôle du peuple américain. Et si vous essayez de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous ne pouvez... C'est pour ça qu'on parle de deep state, c'est-à-dire d'un État qui, par tous les moyens, et à partir de Carter, pourquoi ? Parce que Carter, c'est le dernier qui a essayé on connaît le Halloween Massacre, c'est-à-dire la destitution de la plupart des cadres de la CIA, etc. C'est Carter qui va, en quelque sorte, s'attaquer
à ces institutions qui se sont un peu trop autonomisées, qui ont pris l'habitude de faire un peu n'importe quoi, et qui renvoient en fait au peuple américain à ce moment-là une idée assez peu valorisante de ses propres principes. Les Américains essayent de se définir comme une puissance du bien, comme une puissance du commerce, comme une puissance de paix, etc., etc. Donc orientés vers le progrès, l'avenir, etc. Et leurs institutions, type la CIA, etc., qui est impliquée dans des massacres, des coups d'État sanglants et la mise au pouvoir de dictatures militaires un peu partout dans le monde, va renvoyer en fait un reflet extrêmement désagréable au peuple américain. Carter va l'exploiter politiquement avec Goldwater, et ça va être un peu le début de la guerre. Et à ce moment-là, cet État profond, et je termine avec ça, cet État profond va comprendre en fait qu'il doit se mettre à l'abri d'une certaine façon, des sautes d'humeur ou des aléas, je dirais, de la population américaine ou de ce qui est susceptible d'en ressortir au travers des urnes, lors des élections, etc. C'est comme ça que se construit, dans les années 70, un État parallèle, qui est un État profond, qui va, je dirais, prendre le contrôle d'une certaine façon aussi des pays européens par le biais de l'Union européenne, et qui va progressivement s'instituer comme État occidental, État profond occidental. Et la guerre qui est menée à la Russie, n'est pas une guerre qui est menée par la France ou qui est menée par les États-Unis. La guerre qui est menée à la Russie, c'est une guerre qui est menée par l'État profond occidental contre la Russie. Et la guerre que mène Trump, c'est une guerre pour faire à nouveau des États-Unis un pays et non plus un empire, et reprendre la main, c'est ce qu'il a promis à ses partisans, de reprendre la main sur leurs institutions pour à nouveau faire que ces institutions soient, et lorsque ce n'est pas le cas, il va les fermer, c'est ce qu'il a fait avec l'USAID notamment, et avec la NED, il va donc essayer de remettre en quelque sorte, de faire obéir, de faire que les institutions politiques soient à nouveau à la main du peuple américain. Et voilà ce qui est en train de se passer. Donc on ne peut pas comprendre ce rapprochement, entre guillemets, entre l'impression qu'on en donne entre Poutine etc. Et si on ne comprend pas que Macron, Scholz et Starmer sont tous les trois, des personnalités politiques du deep state, mais côté européen, je dirais de l'État fédéral européen, qui est lui-même une production politique, comme l'OTAN notamment, une production politique, une institution qui s'est autonomisée et qui est le produit, je dirais, de cet État-monde qui est né aux États-Unis et que Trump essaye de réduire. C'était un peu long, excusez-moi, mais je crois que c'est un préalable important. Votre raisonnement, mais alors dans ce cas, comment comprendre les réactions, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron ? Hier à Washington, il évoque une ouverture vis-à-vis de la Russie. C'est toujours une bonne chose d'avoir des communications avec le président Poutine, a donc dit Macron, si cela peut permettre d'arriver à un accord. Est-ce, encore une fois, de la gesticulation ou y a-t-il des failles dans cet état profond que vous évoquez ? Il y a quelques jours, Barrot, chargé des questions européennes et ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, disait que si Sergueï Lavrov lui téléphonait, il ne prendrait pas l'appel. C'était il y a 3 jours. ou 4 jours. Donc je vous laisse mettre en perspective ce que vous venez de me dire là avec ce que disait Barrot il y a quelques jours, Jean-Noël Barrot. Donc non, tout ça montre que c'est de l'amateurisme total. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot n'a aucune formation diplomatique, c'est un gars qui n'a aucune compétence pour faire le métier qu'il fait. Je vous ne parle même pas de son bras droit second qui est Haddad, qui lui est un pur produit du Deep State. Hein. Il suffit de regarder les institutions américaines dans lesquelles il a travaillé. Là, on n'est pas du tout, encore une fois, dans les États-Unis, on est dans le Deep State. Et donc ces gens-là sont des produits du Deep State, c'est-à-dire globalement de ces institutions dont je vous parlais, la rencontre de ces institutions avec ce qu'on appelle les banquiers militarisés, complexes militaro-industriels, la finance internationale, etc. Et donc ce sont aujourd'hui, ces gens-là sont en situation d'être débranchés. Hein, c'est-à-dire que petit à petit, Trump et Elon Musk sont en train de débrancher, en fait, tout un tas de trucs. Et c'est pour ça que vous voyez les médias s'effondrer en Ukraine, c'est pour ça que vous voyez tout un tas d'associations pro-migration, etc., ou wokistes, en Méditerranée, en Amérique du Nord, etc., qui ne bénéficient plus, en tout cas pour quelques semaines, de l'USAID. Non seulement de l'USAID, mais de la NED et d'un certain nombre d'autres administrations. Mais, par exemple, les institutions européennes ont créé elles-mêmes des organismes de financement, par exemple, de l'immigration subsaharienne au Canada, au Maroc, en Tunisie, etc., etc. Ce qu'a fait l'État fédéral américain, qui s'est autonomisé par le biais de ces institutions qui sont devenues mondiales, est en train d'être dupliqué, en quelque sorte, par l'Union européenne.
Et donc, pour nous, le sujet, c'est pour ça que Trump ne s'adresse pas à l'Union européenne, pourquoi il met l'Union européenne sur la touche et s'adresse à des chefs d'État, donc à des pays, à des nations, ça n'est pas parce qu'il a un tropisme anti-européen par principe, c'est parce qu'il considère simplement qu'il sait que ces institutions, il est bien placé pour le savoir, et les Américains aussi, ils sont bien placés pour savoir que ces institutions ne sont pas l'expression de la volonté politique des peuples européens, mais sont des institutions, des institutions d'occupation qui représentent fondamentalement les objectifs et les contraintes du Deep State. Il y a quelque chose qui est frappant. On comprend donc, d'après votre analyse, donc cette querelle ou ce conflit entre le Deep State et les nouveaux rebelles. Mais le monde semble vraiment aller trop vite désormais pour Macron, Ursula von der Leyen, quand on voit évidemment ce que font Elon Musk et Donald Trump. Là, ce qui est assez frappant dans les négociations entre Washington et Kiev, c'est un simple exemple, les négociations concernant l'accord sur les minerais. On sent que Donald Trump veut obtenir quelque chose, vous êtes peut-être en désaccord. La vice-ministre ukrainienne, Olga Stefanishyna, a indiqué le 24 février sur X qu'un accord est en passe d'être retrouvé avec Washington sur les minerais ukrainiens, mais on a l'impression qu'il y a un nouveau ton qui est donné par Washington. Je vous propose d'ailleurs de faire le tour de cette question des terres ukrainiennes, et après je vous demanderai votre avis. Donald Trump veut les terres rares ukrainiennes. Sur Fox News, le 10 février dernier, le dirigeant américain a déclaré vouloir récupérer l'argent versé à Kiev. 175 milliards de dollars d'aides civiles et militaires à l'Ukraine ont en effet été approuvés par le Congrès américain depuis 3 ans. Or, Zelensky a lui-même évoqué en septembre dernier des gisements de terres et minéraux rares ukrainiens valant des milliards de dollars. Parmi eux, de l'herbium, du scandium et de l'ibertium, des matériaux indispensables aux nouvelles technologies, qu'elles soient scientifiques ou militaires. Selon les médias américains, la Maison-Blanche exigerait 50% des minéraux critiques du pays. Et pour les exploiter, Washington pourrait investir davantage dans le pays. Néanmoins, Zelensky n'a pour l'heure pas accepté de signer le projet d'accord qui lui a été présenté. Il exige que ce nouveau partenariat avec Washington contienne des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc vous voyez là la carte des ressources minérales ukrainiennes, des terres rares aussi, plus discrètes donc, mais qui sont encore présentes sur les terres encore occupées, non occupées par la Russie. Zelensky, malgré la situation sur le front, malgré la puissance, semble-t-il, écrasante de Trump, peut-il encore négocier? A-t-il quelque chose dans sa besace? Trump a-t-il un intérêt encore avec l'Ukraine? Zelensky, comme nous l'avons compris, a les ressources, mais il refuse le deal. S'il le refuse, Trump aura une justification pour le lâcher. Pensez-vous que Trump sera à ce point offensif à l'égard de Zelensky? Je ne sais pas, Zelensky, paradoxalement, on est dans une situation où maintenant, le simple fait de retarder, de bloquer en quelque sorte les initiatives de Trump, ou en tout cas de les discuter, donne du temps en fait à la Russie pour conquérir des espaces supplémentaires. Et on ne peut pas ignorer la possibilité d'un effondrement du front en plusieurs endroits, et donc de la prise de territoire très rapide, et une accélération de la prise de territoire rapidement dans les jours ou les semaines qui viennent par l'armée russe, qui ne cherche pas à prendre le contrôle de l'Ukraine, mais cherche à reprendre le contrôle des oblasts et du Donbass, en l'occurrence, en particulier. Une chose est sûre, c'est que tout le temps qu'essaye de gagner Zelensky, probablement pour sauver sa peau, et peut-être la peau de ses réseaux, bien sûr, parce on sait que pour l'instant, c'est un président hors mandat, c'est-à-dire qu'il se maintient par le biais, c'est ce qui fait dire d'ailleurs aux Russes qu'un accord signé avec Zelensky n'aurait pas de valeur juridique, puisqu'en fait il pourrait être contesté ultérieurement juridiquement. Son mandat a pris fin en avril 2024. Voilà, son mandat a pris fin, donc les Russes disent, écoutez, dans ce contexte-là, aujourd'hui c'est le président de la Rada qui est aujourd'hui décisionnaire en Ukraine, et pas Zelensky lui-même, et donc tout traité qui sera négocié avec lui sera de toute façon susceptible d'être contesté sur le plan juridique en Ukraine dans 1 an, 2 ans, 300, 5 ans, et donc on repartira de zéro puisqu'il n'y a pas de légitimité. Bon. Trump a repris cet argument. Il a qualifié Zelensky de dictateur sans élection. Elon Musk aussi. C'est un peu vache de la part de Trump. C'est un peu vache, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas un dictateur sans élection. Il est dans un pays en guerre, donc évidemment, organiser des élections dans un pays en guerre, c'est évidemment pas très simple. Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'effectivement, il y a un problème de légitimité aujourd'hui, en tout cas sur le plan
juridique de Zelensky. Bon, le problème, c'est qu'il est pris en tenaille entre un environnement immédiat de gens qui le contrôlent plus ou moins et qui le mettent sous pression, qui peuvent éventuellement exercer quelques pressions physiques ou financières sur lui. Il essaye de gagner du temps, mais ce temps qu'il essaye de gagner pour lui ou pour un certain nombre d'intérêts qu'on a du mal à discerner est un temps qui est précieux pour la Russie et qui est plutôt mauvais pour les États-Unis, qui cherchent à obtenir une résolution assez rapide du truc, en tout cas pas pour Trump. Le tempo n'est pas le même. Le tempo n'est pas le même, les intérêts sont pas les mêmes, et il y a en Ukraine des gens qui cherchent en fait à virer Zelensky le plus vite possible pour trouver une solution et bloquer la situation, figer la situation et se mettre en situation de négocier maintenant, sachant qu'ils estiment qu'à 6 mois ou à 1 an, la situation se sera encore détériorée et peut même rapidement basculer si rien n'est fait dans 1 semaine, 2 semaines. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais mettez-vous à la place d'un soldat ukrainien qui sait parfaitement que son pays va de toute façon céder une partie de ses territoires, risquer sa vie et aller mourir aujourd'hui pour défendre du temps gagné pour Zelensky d'entrer en négociation et d'accepter un cessez-le-feu, c'est quand même très difficile de le faire. Je veux dire, mourir pour son pays, c'est toujours possible quand on vous persuade que vous allez mourir pour votre pays, bien sûr. Mais mourir simplement pour donner du temps à Zelensky de négocier, pourquoi et pour obtenir quoi ? Je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'effondrement est possible. Donc mon avis, c'est qu'il va y avoir effectivement, le temps joue évidemment très vite. Je pense qu'il va y avoir de la part de l'Ukraine, il va y avoir un basculement rapide à mon avis dans les semaines qui viennent, et on va voir Zelensky être sorti du jeu. Les seuls qui essayent de faire durer cela de façon... Quel est le scénario pour vous le plus probable sur cette sortie de Zelensky ? Est-ce qu'un scénario à la Saddam Hussein, aussi dramatique que celui de Saddam Hussein, non, ou que mais sais-je ? Ça, je sais pas. Je sais pas parce que ça dépend quelle utilité il trouvera pour les acteurs qui sont en présence, en fait. Donc je peux pas vous dire qu'il va terminer à scotcher un réverbère comme le voudraient certains Russes. Oui, c'est plutôt une pratique ukrainienne, ça. Hein. Les gens qui se faisaient scotcher dans la rue et battre accrochés à des réverbères, c'est ce qu'on a vu en Ukraine et pas en Russie. Hein. Voilà. Et donc non, à la limite, peu importe. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il a conscience, il est intelligent, il est conseillé, il n'a pas été placé là par hasard non plus, il a été mis là par un oligarque milliardaire ukraino-israélien et par des intérêts extrêmement puissants. Et donc, il y a des gens qui réfléchissent derrière lui. Hein. Et donc, ces gens-là doivent avoir des trucs à négocier. Ils doivent avoir des intérêts à négocier, des fonds à négocier, des sauf-conduits à négocier, etc. Et donc, tout ça, à mon avis, entre dans la balance. Je n'ai pas besoin de vous dire que la vie du troufion ukrainien face au troufion russe dans la boue ou dans la neige, ça ne leur passe à 3 km au-dessus de la tête. Les jeunes hommes au combat, évidemment, enfin dans les tranchées, dans le meilleur des tranchées. Et l'Union européenne dans tout ça, parce que avant-hier, Kaja Kallas a annoncé donc le 16e paquet de sanctions contre la Russie. Je la cite, chaque paquet de sanctions prive le Kremlin des fonds nécessaires pour mener cette guerre. Une déclaration qui semble totalement absurde. 73 pétroliers suspectés donc de contourner les sanctions européennes sont visés, les importations d'aluminium aussi, des manettes de jeux vidéo utilisées par les drones, les organes dits de propagande, enfin d'autres organes dits de propagande ont été visés. À quoi Kaja Kallas joue-t-elle ? Autre question, vous évoquez le Deep State. Faut-il s'inquiéter ou se réjouir de l'influence des pays d'Europe de l'Est qui veulent continuer les hostilités contre la Russie ? Alors là, c'est pareil, les pays d'Europe de l'Est. C'est pareil, c'est un vrai problème de dire les choses comme ça. Il y a effectivement un tropisme anti-russe parfaitement compréhensible du fait de l'histoire et du fait de l'histoire de l'Union soviétique, mais ça n'est qu'apparemment vrai. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit on peut quand même comprendre ces gens qui ont été envahis, patin couffin, etc. Ok, mais si vous essayez de voir ce qu'était l'Union soviétique, il faut comprendre que l'Union soviétique, la construction de l'État soviétique, c'est la construction d'un État de ses minorités. Les minorités... Et il y avait très peu de Russes dans l'État soviétique. Il y avait beaucoup de Baltes, il y avait beaucoup d'Ukrainiens, il y avait beaucoup de Géorgiens, il y avait beaucoup de Juifs, etc. Donc l'État soviétique est un État des minorités, d'une certaine façon. C'est le pouvoir des minorités contre la majorité russe. Et donc faire aujourd'hui de l'État soviétique un État russe, pour expliquer un différend entre ces minorités, entre ces petits pays qui faisaient partie de l'Union soviétique contre l'État russe, c'est quand même un petit peu fort de café. On se rappellera que Kallas en question est la fille d'un
homme politique qui, lui, était un parfait soviétique. Regardez l'histoire du père de cette personne-là et vous comprendrez dans quel milieu politique elle est née. Il faut se rappeler que tout ce narratif sur la défiance entre l'État russe et ces petits pays menacés par la Russie ou par l'impérialisme russe, c'est aussi une grosse partie d'intox. L'État russe n'était pas l'État russe, il était l'État soviétique, et cet État soviétique a été pendant de longues années largement dominé par des minorités dans le bloc soviétique, qui étaient notamment des minorités baltes et des minorités géorgiennes. Bon, vous parlez de tous ces gens-là, de Khrouchtchev à Staline, en passant par etc. C'est pour ça que la lecture purement nationale... Staline était géorgien, bien sûr. Bon, c'est pour ça que la lecture purement nationale, si vous voulez, permettant d'expliquer cette tension et je dirais naturaliser en quelque sorte, ou de rendre compréhensible cette tension entre l'État balte et l'État russe, entre les petits États baltes ou certains États baltes et l'État russe, elle est qu'à moitié convaincante. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a... À moitié, dites-vous quand même. Oui, à moitié, parce que... Il y a une forme de justification dans les irrédentismes. Oui, parce que, en fait, quand quelque chose s'installe dans le temps et qu'il est répété par les médias, même si c'est faux au départ, ou même si ça s'appuie sur pas grand-chose, ça devient une réalité dans le contexte émotionnel qui est celui des tensions, de la guerre, etc., etc. Rien n'est vrai par temps de guerre. Tout est propagande, d'une certaine façon. Donc il y a une réalité aujourd'hui. Cette réalité, c'est qu'il y a bien eu, des tensions. Il y a encore des tensions, mais je dirais les pays de l'Union européenne, en premier lieu la France, et l'Allemagne bien sûr, mais d'autres ne peuvent pas se faire guider, ne peuvent pas se laisser entraîner par des petits acteurs de bord représentant une toute petite partie de la population européenne, parce que ces gens-là ont des différends à régler avec non pas l'État soviétique, mais avec l'État russe ou avec la Russie. Et on pourrait dire que d'une certaine façon, il y a une fidélité là-dedans. Quand les élites basses, quand les élites baltes, en quelque sorte, ou juives ou géorgiennes, renversent le pouvoir des tsars et, je dirais, imposent ce gouvernement génocidaire qui va s'imposer en Union soviétique pendant plusieurs décennies, elles le font. Elles mènent une guerre d'une certaine façon, et c'est comme ça que les Russes l'ont vécu aussi, elles mènent une guerre contre le peuple russe. Et on peut dire que d'un certain point de vue aujourd'hui, alors qu'elles sont autonomes, elles continuent à mener une guerre contre le peuple russe. C'est en tout cas comme ça que les Russes peuvent aussi le percevoir. Ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas à résoudre et à vous dire l'un a raison, l'un a tort. C'est que c'est toujours beaucoup plus compliqué d'expliquer les choses de façon en profondeur et en reprenant du contexte. Mmh. Plutôt qu'essayer de se baser sur des surfaces planes avec des noms, des petits drapeaux, parce que je ne sais plus comment s'appelle ce jeu-là. Bon, il y a un jeu avec un petit jeu de guerre, vous savez, où on lance des dés et puis on prend des risques. Voilà, en fait, on n'est pas dans une partie de risque, voilà, tout simplement. Il y a évidemment la nécessité de défendre ses intérêts, et on ne peut pas reprocher à un pays de défendre ses intérêts, mais nos intérêts à nous, Français ou Allemands, les intérêts européens, ne sont pas de se couper de la Russie, mais au contraire de s'entendre et de travailler avec la Russie, parce que c'est notre continuité territoriale, notre continuité civilisationnelle aussi. Nous avons aussi toutes les raisons de penser qu'il y a peut-être demain la possibilité, grâce à une nouvelle doctrine Trump, on peut l'espérer, notamment dans sa guerre contre le Deep State, de voir une couronne s'installer, une couronne de coopération entre toutes les États de l'espace boréal, c'est-à-dire entre les États d'Amérique du Nord, d'Europe, et la Russie. Et si vous regardez la Terre, non pas depuis l'Afrique, mais depuis le pôle Nord, vous verrez que ces États, autour de leur mer intérieure, qui est le pôle Nord, ces États ont des choses à faire ensemble. Ils ont des populations communes, ils ont des héritages communs aussi. Et peut-être que Trump, dans sa volonté, je dirais, de trianguler, c'est-à-dire d'éloigner, de détacher la Russie de la Chine, ce qui est le résultat du processus initié par les néoconservateurs. Peut-être qu'en faisant ça, Trump se dit aussi peut-être qu'une nouvelle forme de coopération peut naître avec la Russie, et c'est en tout cas, du point de vue de l'Europe, certainement une perspective que nous ne devons pas voir d'un mauvais œil. C'est amusant parce que la délégation russe à Riyad la semaine passée avait évoqué justement des accords potentiels entre les business, enfin les entreprises américaines et les entreprises russes en Arctique. On parle d'une ligne de chemin de fer qui partirait des États-Unis et qui traverserait l'ensemble de l'Eurasie.
Oui, le projet Septentrion, d'une certaine façon, c'est-à-dire pas l'unification, mais la mise en place de coopération approfondie entre les États de l'hémisphère boréal, est une perspective géopolitique, un mythe géopolitique qui peut... un mythe plutôt géopolitique qui peut aussi peut-être permettre d'expliquer ou d'éclairer un certain nombre des options choisies par Trump. Alors, au stade où on en est, on ne peut pas encore l'assurer, en être sûr. Hein. Alors, je voulais en tout cas vous interroger sur le partage du monde entre Trump, Poutine, Xi Jinping et que sais-je. Mais si je vous suis bien, on a, dans les médias dominants actuels, on a ce sentiment-là, qu'il y aura un partage entre ces nouveaux géants du monde. Mais si je vous écoute bien, non, il y aura potentiellement, en tout cas vous avez l'air de l'appeler de vos voeux, une alliance entre les uns et les autres. Ce qui peut me laisser penser que c'est possible, le plus réaliste, c'est de considérer qu'il y a simplement une volonté de trianguler, c'est-à-dire de détacher, d'inverser ce qu'a l'obsession néoconservatrice et l'obsession du Deep State a produit. Elle a jeté la Russie dans les bras de la Chine et elle a créé en fait un pôle de puissance qui est absolument phénoménal entre la Chine et la Russie. La puissance diplomatique, l'influence de la Russie, des ressources russes, du territoire russe, des armes russes, avec la puissance économique et puissance de recherche et technologique chinoise et la population, tout cela crée une puissance phénoménale dont les États-Unis, en tout cas les élites occidentales, ne peuvent pas venir à bout ensemble. Si on ajoute en plus l'Inde et les autres membres des BRICS. L'Inde, c'est malgré les malentendus entre l'Inde et c'est un pivot différent, mais oui. Et donc, je pense qu'il y a très clairement, chez une partie des gens qui ont soutenu Trump, l'idée que l'adversaire principal était la Chine et qu'il fallait absolument rattraper ce coup-là et faire, en tout cas, neutraliser ou en tout cas fragiliser la coopération entre la Russie et la Chine. On peut en tout cas expliquer la politique menée actuellement comme cela, ça suffit bien. Le mythe septentrional, c'est encore un projet, je dirais, ça peut être, mais les mythes servent à ça, ils servent à mobiliser, ils servent à créer des dynamiques, etc. Et ils sont parfois utilisés uniquement pour ça. Ils ne se traduisent pas forcément dans le réel, mais ils sont aussi utilisés pour ça. Le mythe septentrional correspondrait de toute façon, dans tous les cas de figure, on pourrait faire une émission là-dessus, au besoin de répondre à un certain nombre de basculements éco-démographiques, technologiques et quasi anthropologiques des années qui viennent, des 2 décennies qui viennent, et d'y répondre de façon totalement inédite. Donc oui, il y a un vrai sujet. La question, c'est de savoir si ça fait partie du logiciel de Trump. J'ai quelques doutes. Chez Musk ou Peter Thiel, par contre, qui sait ? Le mythe septentrional, nous pourrions faire une émission là-dessus, mais écoutez, je prends la balle au bon. Rendez-vous bientôt pour celle-ci. En tout cas, Laurençon, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci et bonne soirée à tous.